Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo interview un petit peu particulière puisque je ne suis pas en format habituel avec juste un ou une auteure, mais cette vidéo va être très longue, je pense, et très compliquée. Je suis aujourd'hui avec 6 autrices de talent. Sur la chaîne on avait déjà eu des interviews de Megara et de Lucille que j'ai déjà interviewées donc seule de manière très posée et professionnelle. Et donc là aujourd'hui on va répondre à un certain nombre de questions. En fait, j'avais proposé sur Instagram aux personnes qui me suivent de poser des questions pour qu'on débatte un petit peu de certains sujets. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je vais vous laisser chacune rapidement vous présenter. Alors moi, du coup, c'est Eulalie Lombard. Je suis auteure autodidacte depuis 3 ans et j'écris de la romance historique et fantasy, science-fiction, donc plus de l'imaginaire. Eh bien, moi, c'est Marie Faucheux. Je suis auteure auto-éditée depuis 2017 et j'écris de la romance psychologique pour voir large, mais pas mal de fantastique aussi. Moi c'est Lucille, je suis auteure auto-éditée depuis 2 ans, principalement dans les univers de l'imaginaire. Sarah, je suis auteure pas encore éditée puisque je tente de finir désespérément mon premier jet de mon premier roman qui est de l'anticipation et je suis aussi correctrice. Du coup moi c'est Megara, je suis autrice auto-éditée depuis 2 ans aussi, depuis 2019 et j'écris de l'imaginaire, de l'urban fantasy. Voilà aussi. Moi c'est Priscia et j'ai juste coécrit Chasseuse d'âmes avec Megara, édité chez Explora Éditions. Voilà, de toute façon, je vous mettrai les comptes Instagram, les liens vers les romans, les chaînes YouTube de celles qui en ont dans la description. Vous pourrez toutes les retrouver. Alors, c'est parti. Il faut savoir qu'on a eu des questions très sérieuses et nous avons eu des questions absolument pas sérieuses. Donc, il est fort probable que je fasse une vidéo sérieuse pour YouTube et que je mette la partie bonus sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas du coup sur Instagram, vous voyez comment je place mes trucs. Ouais. C'est le moment de le faire. Alors, j'ai une question qui concerne le rythme d'écriture. Est-ce que vous pouvez donner chacune un petit peu le rythme d'écriture et peut-être parler de éventuellement comment ça a évolué pour si jamais des auteurs qui débutent, qui disent peut-être moi j'écris lentement, est-ce que ça évolue, quel rythme prendre, etc. Donc voilà, quelqu'un prend la parole en premier. Lucille. Ok, bah moi j'ai pas mal évolué donc c'est cool. Au début j'écrivais, c'était par phase, c'était quand j'avais envie et du coup ça pouvait... J'ai jamais compté les mots au tout début, mais j'imagine que ça allait d'un chapitre par jour à 2 mots, selon. Et quand je me suis mise à l'écriture beaucoup plus sérieusement avec Megara, on était toutes les deux sur le tome 2 en 2020, pendant le confinement. Moi j'ai un peu accéléré l'allure et allez, disons que si j'atteignais les 1000 mots par jour c'était bien. Et aujourd'hui par contre je suis à beaucoup plus quand je suis en période full écriture sur un gros nouveau projet, je peux monter à 5-6 000 mots par jour. Et quand je suis en phase de correction ou de bêta lecture d'autres romans, on est aux alentours de 1000 à 3000 mots par jour. Mais je suis à 100% auteur. Tu commences à vraiment pas progresser mais à écrire plus vite quand tu te dis ok j'ai envie de faire ça et je vais faire que ça. Il y a eu cette prise de conscience en 2020, on l'a eu un peu en même temps je pense, on était pendant le confinement et puis on s'est retrouvés toutes les deux à l'arrêt donc on n'avait plus que ça à faire en fait. Et donc là, tu te mets à progresser forcément plus vite, tu te dis ok, j'ai le temps d'écrire tous les jours donc je le fais. Il y a les sprints aussi, donc c'est la méthode Pomodoro pour ceux qui connaissent pas, où tu écris pendant 25 minutes sans t'arrêter puis tu fais 5 minutes de pause. Ça peut être plus long, ça peut être plus court et c'est un excellent entraînement quand on veut améliorer son rythme. Alors du coup, moi je vais rebondir un petit peu là-dessus en ce qui concerne le rythme, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent écrire beaucoup, notamment parce qu'elles se consacrent 100% à l'écriture et d'autres personnes qui ont encore un métier à côté. Alors du coup là, on a plusieurs autrices qui vivent de leur plume à 100%, donc on a Eulalie. Et alors toi du coup t'as vécu quand même assez rapidement de ta plume Ouais, moi je me suis lancée en 2018. Du coup, à l'époque, déjà, il y avait moins de monde qui était auto-édité et mine de rien, ça a fait une différence, je pense, parce qu'en 2020, il y a beaucoup de gens, comme vous, avec le confinement, qui se sont lancés à ce moment-là. Et la concurrence fait que ça joue quelque chose. Après, je me suis lancée, mais j'étais encore en études. Du coup, j'ai pas accéléré, enfin la première année en tout cas, j'ai pas accéléré mon rythme d'écriture parce que je pouvais pas, parce que justement, j'avais les études, j'avais les stages, etc. Et après, quand je me suis mise à écrire tout le temps,
je suis pas quand même arrivée à votre stade encore. J'arrive pas à écrire autant par jour, mais parce que je fais plein d'autres trucs en fait. Et j'avoue que pour le coup, moi j'ai du mal à faire que ce soit ma priorité numéro 1. Et c'est un peu mon objectif d'ici fin 2021, c'est d'écrire plus par jour. Parce que si j'arrive à 3000 mots par jour, c'est le bout du monde quoi. Je suis un peu claquée, mais j'aimerais augmenter justement. Mais c'est pas facile. Vraiment, je vous respecte parce que je vois tous les autres trucs que j'ai à faire à côté. Je me dis, vous faites tout en même temps et vous écrivez autant. Et enfin, ça me donne envie. Oui, parce que Lucille et Mégara, elles se lancent des fois des défis un peu fous, hein. Pour dire ça poliment. Donc dernièrement, on avait Mégara, c'était 8000 mots par jour pendant une semaine. Ouais, j'ai pas tenu. Hein. Voilà, donc des fois, se mettre des objectifs un peu trop. Ouais, j'ai tenu 3 jours. Ouais. Ce qui est déjà. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, J'ai quoi. tenu 3 jours. Et les 2 derniers, j'ai fait à 6000, je crois. Ah, mais c'est déjà énorme. Ouais, Le nombre de mots, quoi. Ah, j'ai fait Quel échec. Donc voilà, mais ce qu'on veut dire, c'est que ça n'a pas tant d'importance que ça, parce que Non. toi, Lali, bon, t'écris quand même Oui, bien, j'ai mais t'es pas celle qui écrit le plus par jour, par exemple, ici, et pourtant, tu vis de ta plume depuis plusieurs années, quoi. Après, c'est le truc aussi, c'est qu'on pense qu'on a l'image d'un écrivain qui fait que écrire, mais comme on est audité, c'est pas du tout ça. Et par exemple, moi je sais que le marketing, ça me prend beaucoup de temps. En fait, ça fait quelques semaines, j'ai pris l'habitude de noter mes heures. Par exemple, je passe tant d'heures à faire de la mise en page, tant d'heures à faire du marketing. Et par exemple, il y a une semaine où j'ai fait 7 heures de marketing. Bah, mine de rien, c'est 7 heures où j'ai pas écrit en fait. Ah bah oui, carrément. Et du coup, c'est non négligeable de penser à toutes les autres choses qu'on a à faire et qui nous prennent un temps de dingue. Bah, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que j'ai beaucoup de questions sur la promotion. Forcément, lorsqu'on est auteur auto-édité, la promotion c'est énorme parce qu'on doit vendre son livre. Et il y a plein de gens, lorsqu'ils se lancent, c'est un petit peu la question comment se faire connaître, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui marche. Alors il n'y a pas de recette miracle, j'ai l'impression quoi. Mais quels sont vos conseils un petit peu à toutes, ou des choses que vous avez essayées, au final ça n'a pas marché ou Allez, tiens Marie, tu n'as pas encore beaucoup parlé. Vas-y. J'allais dire que Lali elle en parle beaucoup dans ses IGTV. On pas la pierre. C'est vrai que Lali t'as fait des IGTV là-dessus, je vous mettrai les liens également pour aller les voir. S'ils apportent beaucoup, mais je pense qu'il y a de quoi. Moi je sais pas, en plus si je suis la plus... moi ça fait peu de temps finalement que je me consacre à la promotion parce que c'est pas mon métier principal. Et donc là j'ai pris conscience déjà de l'importance que c'est si je veux vraiment vivre de ma plume, hein, et c'est maintenant plus ou moins l'objectif. Mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en place et le fait de suivre des formations, mine de rien, des formations vraiment dédiées à l'auto-édition, parce que c'est vraiment un marché à part. Ça a été vraiment une révélation parce qu'on réalise qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas qu'une façon de faire, il y a la newsletter qui rentre en compte, il y a des publicités, il y a tout un tas de choses. Et puis le réseau, rien que le réseau, là, ce qu'on est en train de créer, c'est aussi de la promotion finalement. Et c'est super intéressant. Donc voilà, formez-vous. En fait, je teste beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne ou pas. La pub Amazon, c'est tu testes, tu plantes, tu retestes. Ah, il y en a une qui marche mieux. Qu'est-ce qui a fait que ça va marcher pendant aussi peut-être... un moment et ça va et ensuite dégringoler parce que comme Lali disait, on est de plus en plus en auto-édition et aussi on est de plus en plus à se professionnaliser. Il y a aussi de plus en plus faire des pubs parce qu'il y a aussi de plus en plus de formations qui proposent de se former à la publicité Amazon. Du coup, ce qui fait que la publicité Amazon, c'était encore assez abordable il y a quelques temps, ça ne l'est plus du tout sur certains marchés aujourd'hui. Et ça devient très compliqué de faire une pub qui marche dans le temps quand on a, comme certains d'entre nous encore aujourd'hui, des petits budgets. Quand je parle de petits budgets, c'est-à-dire que en pub Amazon, en tout cas je pense sur le marché français aujourd'hui, il faut au moins mettre 15 € par pub par jour pour avoir envie que ta pub elle décolle un peu. Pour la rentabiliser, c'est souvent compliqué. Ah bah oui. Et ça dépend même des genres parce que j'ai pu expérimenter ça sur Captive des Raptors. Mais ça a été super formateur parce que du coup, moi j'essaie de faire des pubs sur tous mes ouvrages. Et il y en a qui marchent plus ou moins que d'autres. Par exemple, La Cité des Sangs Purs, ça marche pas du tout sur le numérique. Et sur le brochet, par contre, c'est par phase. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc des fois je la coupe, des fois non. Et c'est là où il y a toute la phase de test. Par contre, pour Captive des Raptors, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Franchement, j'ai jamais eu un ACOS aussi. Alors l'ACOS, c'est le ROI, le retour sur investissement. Jamais eu un retour sur investissement aussi bon.
Par contre, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 1 mois, là ça y est, elle remarche Il y plus. a l'effet lune de miel aussi qui t'a aidé. J'ai fait lune de miel. Mais ça s'appelle comme ça. Tu sais, c'est quand t'arrives sur le marché, ton livre, déjà dans les classements, ça aide parce que t'es une nouveauté. Du coup, pour l'algorithme Amazon, ça t'aide. Et en plus, moi, je sais que pareil, j'ai des publicités qui marchent bien quand ça sort. Et après, je les vois. Et du coup, là, je les arrête parce que je sais que le livre, ça fait genre 1-2 mois qu'il est sorti. Et du coup, il a perdu cet effet de début, quoi. Après, j'ai pas eu ça sur les Plaines du Vent. Après, j'ai eu un Ulule sur les Plaines du Vent, donc ce qui a fait de la grosse com pour la campagne, et peut-être que du coup le marché Amazon, qui en plus c'est un livre de l'imaginaire, c'est un peu un marché de niche vu que c'est de la science fantasy. C'est ni de la science-fiction ni de la fantasy, c'est un mélange des deux. Donc voilà, ça l'a pas fait. Par contre, effectivement, sur Captive des Raptors, ça a décollé et ça m'a permis du coup d'investir dans d'autres pubs, notamment Griffe d'encre, où j'ai un ACOS qui est moins bon, où je dépense plus que ce que je gagne. Par contre, j'imagine que ça me donne des places dans le classement et que du coup ça permet faut voir un peu à long terme. Voilà, c'est ça. Et surtout que je fais la pub sur le tome 1 et il y a le tome 2 qui va bientôt sortir. Donc j'imagine que ça peut amener un taux de rebond à prendre en compte, même si on a l'impression de perdre de l'argent, des fois ça en fait gagner un petit peu. Il y a une vraie stratégie à perte. Et puis même, il y a... Mec, t'as pas fait des pubs Amazon, des pubs Facebook aussi? Si, j'ai fait des pubs qui marchent parce que moi ça marche mieux que les pubs Amazon. Parce que moi ça marche pas. Moi, les pubs Facebook, ça marche très bien. On en parlait l'autre jour. Je pense que ça dépend du genre et de la cible. Moi, le genre que j'écris, c'est un genre, c'est du roman pour adultes et les gens qui le lisent sont plus âgés que des gens qui vont lire adultes par exemple, plus que sur des gens qui sont sur Instagram, etc. Et moi, clairement, c'est sur Facebook que ma pub marche le mieux pour le genre de roman que j'écris parce que ma cible est plus sur Facebook que sur Instagram, quoi. C'est là que tu te découvres aussi des fois une cible. Oui, exactement. C'est-à-dire que tu penses que parce que tu fais du roman young adulte, ça va intéresser pour les genres de fantasy avec un peu de romance, les femmes, on va dire, de 18 à 25 ans. Et en fait, tu découvres que pas du tout. Il y a aussi des hommes qui lisent de ce genre-là et des femmes plus âgées qu'on trouve essentiellement du coup sur Facebook. Mais pour le coup, l'âge, je trouve que c'est pas si représentatif parce que je sais que j'ai des lectrices qui ont plus de 60 ans. Et j'aurais jamais cru, et je sais parce qu'elles me l'ont dit et qu'on parle et tout, et vraiment tu te dis qu'en fait il y a des gens qui lisent de tout âge, c'est pas si fermé que ça en fait, c'est pas si catégorisé. Absolument. J'ai eu exactement la même surprise que toi quand j'ai des hommes cinquantenaires qui m'ont envoyé des messages sur Facebook pour me dire qu'ils avaient lu 6 pieds sous terre. Et jamais j'aurais pensé toucher cette cible. Et ça leur avait plu? Ouais, carrément. Non, parce que c'est intéressant de voir aussi. Oui, ils m'avaient fait vraiment un retour pour me dire qu'ils les avaient fait lire à leurs enfants et tout. Moi, je l'ai fait lire à ma maman, 6 pieds sous terre. Elle a lu tous les livres auto-édités que j'ai, donc ça fait presque une trentaine. Je pense que c'est 6 pieds sous terre c'est un de ses préférés, elle a adoré. Alors que ma maman, elle a presque 60 ans. Voilà. C'est étonnant et en même temps, je pense que c'est bien d'essayer. Même si ça marche pas, il faut tester sur des petites sommes pour pas se faire peur, pour pas s'effrayer. Voilà, tu te dis, vas-y, je mets 20 € de côté, je teste une semaine de pub, je vois ce que ça donne. Et si ça marche pas, tant pis, tu refais pas. Des fois, il y a des très bonnes surprises. Après, oui, c'est un test. Je sais que moi, je l'avais fait Facebook sur mes campagnes Ulule. La Cité des Sangs Purs, la pub Facebook avait très bien marché pour la campagne Ulule. Par contre, ça n'avait pas du tout marché sur les Plaines du Vent. Alors, pourtant, il y avait à peu près la même cible. Enfin, je veux dire, c'est de l'imaginaire, etc. Mais il faut tester. Et puis, effectivement, c'est un petit budget à côté. Moi, je sais que j'ai mis peut-être 30 € à chaque fois. Mais du coup, ça m'a pas mal rapporté pour la Cité des Sangs Purs. Je prends les questions un petit peu dans le désordre, donc il y a des fois pas forcément de lien avec la précédente, mais celle-là, je la trouve intéressante. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être auteur? C'est à cause de Pierre Bottero. Grâce à Pierre Bottero. Vas-y. Notre maître à tous. Explique-nous. En fait, c'est en tant que lectrice d'abord. Tu traînes dans la bibliothèque de ton quartier, tu découvres Pierre Bottero, tu es subjugué, tu veux faire pareil, et du coup, tu commences à écrire des petites histoires. Après, ça commence peut-être un peu plus tôt quand tu commences à te forger ton propre imaginaire quand t'es tout petit. C'est Bottero qui a donné envie de la façon dont il crée son univers, dont il lit tous ses romans les uns avec les autres.
c'est magique. Ah, il y a les petits cœurs dans les yeux. J'ai des frissons. Bah, moi, du coup, c'est pareil parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi cet effet de groupe. On était quand même tout un groupe de copines au collège à écrire ensemble. Où on avait chacune nos petits cahiers de brouillon. Et puis, en fait, on était des personnages dans le livre des autres. Je me rappellerai toujours de Hilary qui traversait les murs, tu vois. C'était moi dans le livre de Prissou, tu vois. Je crois que j'ai encore des ballons. Et du coup, c'était vraiment. Enfin, c'était encore très très innocent à l'époque, mais cette envie, elle nous a jamais vraiment quittés. On a eu la chance de découvrir ça très jeune parce qu'on avait, je pense, 13 ou 14 ans. Et après, on a essayé de se raisonner, mais ça marche pas. Moi, écrire, c'est depuis que je sais écrire. Depuis que je me suis rendu compte que écrire, ça m'aidait à extérioriser des émotions qui étaient beaucoup trop fortes pour moi, qui m'envahissaient. Et écrire, du coup, c'était... voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, les émotions passaient de mon bras au stylo, au cahier, et du coup, ça allait mieux après. Donc ça, c'est depuis que je suis toute petite. Et ensuite, auteur, c'est beaucoup plus récent, c'est quand... J'ai écrit, j'ai fait lire une de mes histoires à des personnes autour de moi et qu'elles m'ont dit non mais ça peut pas rester dans ton ordinateur, faut que t'en fasses quelque chose. Donc sur le coup c'était grosse peur et puis après je me suis dit bon allez il faut peut-être que j'essaye de sortir de ma coquille et de partager ça. Donc pour l'instant j'ai pas encore édité mon premier roman mais c'est l'objectif, en tout cas c'est le défi que je veux me lancer. Moi je trouve ça trop émouvant parce que je me rappelle de quand j'étais à ce stade-là et c'est trop bien. Bref, moi c'est un mélange de Pierre Bottero et de mon prof de français, donc ils ont fait fusion. Malheureusement Pierre Bottero n'était pas mon prof de français, mais mon prof de français était très bien quand même, ceci dit, Monsieur Bécu, qu'on surnommait Monsieur Bocu, mais si vous passez par là, c'était pas contre vous. Il y a des belles fesses. Alors, on va t'enlever ça. Non, mais du coup, il y avait Pierre Bottero et puis il y avait ce prof de français qui, en 4e, nous avait demandé, c'était un projet sur toute l'année, d'écrire une histoire. Alors, il nous avait pas demandé un roman, c'était juste une histoire et on avait 1 heure chaque semaine dédiée à ça. Et pour avoir 20 sur 20, il fallait finir son histoire. J'étais bonne élève, je voulais mon 20 sur 20 et puis c'était l'occasion d'écrire un livre qui s'appelait D'un monde à l'autre. C'est vraiment une grosse référence quoi, qui parlait d'elfes avec des ailes et d'une jeune fille qui a atterrissé en pleine guerre des elfes. Voilà. Et qui bien sûr emballait le prince à la fin parce que quand même il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Et là je me suis dit waouh, c'est quand même vachement bien de vivre toutes ces aventures avec ces personnages là, et effectivement ça servait aussi à voir quand on a certaines émotions ou certaines choses qui arrivent dans la vie et qui ne sont pas clôturées. Hop, on le couche sur papier d'une autre manière et ça permet aussi de faire sa petite thérapie en se faisant plaisir, donc pourquoi s'en priver ? Pour moi, j'ai toujours écrit beaucoup d'histoires, beaucoup imaginé. Il y avait toujours un truc à inventer. Mais comme j'étais aussi fan du cinéma, les deux sont très liés de toute façon, je me suis d'abord orientée vers le cinéma, donc j'écrivais principalement des scénarios, et c'est des scénarios qui étaient réalisés en film, et quand ça l'était pas, ça restait un jour quand j'aurai un budget hollywoodien. Voilà. Sauf qu'il y a une histoire je pouvais pas la faire mourir comme ça, c'était pas possible, il fallait que j'en fasse quelque chose et le scénario était trop compliqué, déjà que je m'en sortais pas dans mes fiches, c'est un univers trop fantastique, c'est Ilorior. Du coup il fallait que j'en fasse quelque chose et là je vais en faire un roman, alors comment on fait un roman, mon dieu. Alors j'ai vraiment ouvert un bouquin pour regarder comment ça se faisait. Et au fur et à mesure, à force de commencer, recommencer, on se dit non, en fait, on va peut-être se former, c'est peut-être important. Et donc c'est là qu'on commence à faire plein de choses, et qu'on réécrit, et on apprend, et c'est passionnant. Au final, maintenant, les scénarios, je pourrais même pas, il manque tellement de tout, c'est tellement passionnant d'écrire que voilà, maintenant je peux faire que ça, mais c'est le bonheur.
le bonheur. Comment tu veux que j'enchaîne avec ça? Alors du coup, pour moi, faut remonter dans ses souvenirs, c'est pas facile. Alors il y a un peu du côté émotion de sortir et en fait moi j'ai commencé à écrire vers l'âge de 12 ans, donc le collège, qui est pas une période hyper sympa je pense dans la vie de beaucoup de gens parce que on est ado, on est un peu perdu, on cherche à s'exprimer et je lisais déjà beaucoup et bah, pour le coup j'étais quelqu'un d'assez timide. Les relations sociales m'angoissaient beaucoup, ça n'a pas beaucoup changé. Et le fait d'écrire, ça me permettait d'exprimer les choses que j'arrivais pas à dire à voix haute en fait. Parce que bah, pareil, il y avait des choses qui devaient sortir ou qui... Bah, on a tous des douleurs même quand on est enfant, mine de rien. Et du coup, bah, ça permettait de faire sortir ça avec les histoires des autres, parce que je racontais pas mon histoire, je racontais des histoires avec des pouvoirs magiques dans d'autres univers et tout. Et puis de fil en aiguille, ça fait que j'ai jamais arrêté d'écrire depuis que j'ai 12 ans. Du coup, ça fait un bail. Et après, le fait d'être auteur... Non mais c'est le bébé en fait du groupe, moi je suis bien plus vieille qu'elle, alors je sais pas comment je dois le prendre. Non, ça fait 12 ans du coup, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup plus de temps que toi tu écris que moi que j'écris. Oui bah du coup voilà, donc ça va, du coup la conclusion. Et par contre le fait de passer auteur, il y a eu pas mal d'étapes, enfin ça s'est pas fait du... Tu rigoles parce que je vais parler de toi et tu le sais. Non, mais c'est qu'il a fallu te cuisiner quoi. Oui, mais parce que, Tous les stades. Oui, parce que moi je suis passée par Wattpad avant de m'auto-éditer et les 2 stades je les ai passés grâce à Marie qui m'a convaincue de le faire. Parce que c'est vrai que j'avais du mal à montrer ce que j'écrivais aux autres. Et ce qui est très drôle maintenant que j'en suis là dans ma vie parce que j'ai passé beaucoup d'étapes. Mais ouais, être auteur c'est et écrire et faire lire. Et mine de rien, c'est 2 étapes différentes. Et une fois qu'elles sont passées, par contre, c'est très plaisant. Cool, donc des parcours, en fait, même si on retrouve certaines choses en commun, en fait, ça dépend. Enfin, moi, je sais que quand je vous entends dire j'écris depuis que je suis enfant, moi j'ai commencé à écrire quand j'avais 25 ans, en fait. Donc cette année. Merci Marie. Mais comment ça se fait? T'en as sorti un l'année dernière? C'est... Le décalage horaire. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi j'ai commencé à écrire super tard et j'avais jamais trop écrit avant. Enfin, j'avais écrit aussi des scénarios parce que c'est un truc qu'on a en commun, le cinéma. Mais j'avais jamais écrit de roman. Et puis c'est arrivé un peu par hasard avec ma sœur. On a eu une idée d'un lieu en fait, qui est un lieu dans les origines. Et on s'est dit viens on raconte une histoire quoi. Donc c'est parti vraiment voilà, moi j'ai pas ce truc de j'écris depuis toute petite et tout qui est super classe quoi. Moi j'ai commencé à écrire à 25 ans, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas d'âge. Il faut pas se dire qu'il est jamais trop tard. C'est ça. Même quand on est très vieux. Ah Je dis ça, mais je suis plus vieille. Donc voilà. On va aborder 2 choses différentes. C'est vrai que nous on vend principalement sur internet. Les auteurs auto-édités, c'est vrai que le marché il est plus, notamment avec KDP d'Amazon, mais ça se fait beaucoup sur internet. Mais du coup, on peut aussi exposer donc dans des salons et on peut faire aussi du dépôt en librairie. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont l'expérience de l'un, de l'autre, l'envie de l'un, l'envie de l'autre, pour quelles raisons? Alors, moi j'ai fait du dépôt dans un magasin à Aix-en-Provence. De la dernière fois où je suis allée, j'en ai vendu 3 sur les 6. Que j'avais déposé, mais ce qui est pas si mal sans pub et sans mise en avant. Et comme j'avais très envie de faire des séances de dédicaces, je vais en avoir en novembre pour la première fois de toute ma vie. Et voilà, c'est tout. Je voulais le dire parce que je suis très 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 contente. Je l'ai appris la semaine dernière que j'allais faire Mons et c'est un très très gros festival du livre en Belgique et ça m'émeut déjà d'y participer. Mais c'est très cool. Mais alors du coup, moi personnellement je sais que je vais bientôt faire du dépôt en librairie et puis je compte faire des salons parce que je pense que c'est important d'aller toucher en fait d'autres personnes en fait qui ne consomment pas leurs livres via internet en fait. Je pense que c'est important de prendre conscience qu'il faut effectivement on vend principalement en ligne, mais qu'il y a un autre public derrière quoi. Alors pour le coup, moi j'ai l'expérience de deux types de salons. J'ai fait un salon à la FNAC, des dédicaces, des séances à la FNAC plusieurs fois.
Et j'ai fait des dédicaces dans des salons différents, donc des fois des foires aux livres, des choses comme ça. Et les deux expériences sont radicalement opposées. Mais pour le coup, quand on est en librairie, en général, on est seul, donc on est un peu l'attraction principale, mais les gens ne viennent pas pour ça. Quand ils se déplacent, alors, sauf si c'est vraiment qu'une librairie, là effectivement, et il y a peut-être il y a même un côté plus intimiste, et c'est vrai que pour avoir fait aussi dans une librairie autre que la Fnac, les gens sont super curieux, ils adorent rencontrer des auteurs, ils posent plein de questions, c'est super intéressant. Et la Fnac, ce genre de choses, c'est compliqué parce que justement ils ont l'impression qu'on est là pour leur vendre quelque chose alors qu'eux ils sont là pour acheter des stylos. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout laissez-moi jouer à mes jeux et puis voilà. Mais alors que les salons littéraires c'est différent parce qu'on n'est pas le centre d'attention, il y a énormément d'auteurs donc on est un petit peu noyé dans une masse. Bon, il y a différents types de salons, de tailles, etc. Mais il y a quand même un vrai échange parce que les personnes elles viennent pour ça, ce sont des lecteurs, ce sont des passionnés de lecture et donc ils viennent vraiment pour nous rencontrer et c'est un très très bon exercice pour savoir pitcher son bouquin parce que quand on répète 1000 fois de quoi ça parle, pourquoi, comment, etc. Au final ça apprend et ça sert d'exercice, se dire ils ont acheté parce que je l'ai présenté comme ça, en le présentant comme ça du coup ça marche moins bien donc c'est assez formateur aussi. Carrément. Mais voilà, c'est une très belle expérience qui est pas simple en tant qu'auto-édité mais qui tend à le devenir, donc voilà. Alors ensuite j'ai une question de Franck, tiens, une question sérieuse de Franck parce que j'ai eu des questions moins sérieuses. Suffisamment rare pour être soulignée. Alors j'en ai déjà une, là je pense que tout le monde va répondre très vite. Au chouette l'URSSAF, vrai ou faux? Vrai. Voilà, okay. Et donc une question un peu plus sérieuse, et qui du coup peut-être que Sarah tu pourras intervenir un petit peu plus en tant que correctrice. Il demande comment bien s'entourer pour publier un premier roman. Moi je répète tout le temps qu'un roman ça se fait pas tout seul du tout. Il y a tellement d'étapes de bêta lecture, etc. Et je pense que de correction également. Donc toi est-ce que tu corriges est-ce que tu as déjà corrigé beaucoup de premiers romans ou est-ce que c'est des auteurs qui ont déjà écrit que tu corriges? Là pour le moment c'est plutôt des auteurs qui ont déjà écrit. J'ai corrigé aussi le premier roman de ma nièce mais qui n'est pas encore finalisé donc on va dire que j'ai fait une première correction, elle est encore en train de réécrire derrière mais sinon c'est plutôt des auteurs qui ont déjà écrit. Après moi je pense que c'est important de faire corriger son roman, enfin moi-même pour le mien je vais passer par une autre personne parce que quand on écrit son roman je pense qu'on est focalisé sur tout un tas de choses et que même comme moi, quand on a l'habitude de corriger, c'est bien d'avoir un regard extérieur, de se décharger de ça aussi. Parce que quand on doit faire attention à la cohérence, aux personnages, au fil conducteur de notre histoire, c'est bien de pouvoir sauter ce souci-là de l'orthographe, de la forme, de la tournure des phrases, de la ponctuation. Donc oui, moi, forcément, je conseille de passer par un correcteur, d'autant que c'est un peu ce que j'expliquais quand je me suis présentée. Enfin, pour moi, l'important quand on est auteur, c'est vraiment le fond. C'est d'avoir une histoire à raconter. Et pour la forme, y a des correcteurs, des correctrices comme moi. C'est un métier. Le métier d'auteur, pour moi, c'est avant tout écrire des histoires, raconter quelque chose. Et quand on pense que l'auteur il doit être irréprochable en français, pour moi, je trouve que c'est pas vrai. Je suis absolument pas d'accord avec ça, donc c'est pour ça que mon métier existe. Voilà. Team Sarah. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter, voilà. Je vais le découper, je vais le passer en boucle sur... Tu peux en plus faire un gif, s'il te plaît. C'est ça, ouais. Alors, j'ai une question hyper intéressante après. Alors, c'est marrant parce qu'elle fait un peu suite à la vidéo que j'ai postée ce dimanche où je parlais du traitement des personnages féminins. Alors, j'ai eu le traitement des personnages féminins. Potiche versus super-héroïne, quel juste milieu? Le juste milieu. Voilà. Alors, c'est une question que j'ai eu beaucoup du coup quand j'ai parlé du fait que j'allais faire une vidéo sur les personnages et notamment le traitement des personnages féminins. J'ai eu beaucoup de personnes, alors surtout des hommes, c'est une question d'un auteur, qui se demandent comment faire un personnage féminin fort, mais sans faire un personnage qui est complètement irréel, qui n'a pas
a pas de faiblesse, qui ressent plus d'émotions, etc. Donc, est-ce que vous, il y a des choses qui vous insupportent en fait sur les personnages féminins, des défauts que vous voyez souvent et des fois qui pourraient être facilement évités en évitant certains clichés, ce genre de choses? Parfois, il y a des personnages féminins qui sont assez incohérents dans la manière d'exprimer leurs émotions, où je trouve parfois qu'ils sont assez excessifs de passer par exemple de la joie à la colère ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a un peu cette image de la femme qui est hystérique en fait. Ouais. Et ça, je trouve que ça revient souvent en mode on sait pas gérer nos émotions, ou aussi dès qu'on est en colère, c'est forcément qu'on a nos règles ou qu'on est des hystériques, je sais pas quoi. Et ça m'énerve parce qu'une femme elle a autant le droit d'être en colère qu'un homme, surtout qu'il y a des situations dans les romans où elles ont totalement le droit de péter un câble, enfin, voilà. Mais par contre, des fois, c'est vraiment on passe. Souvent, justement, on passe d'une héroïne, soit elle ressent rien et elle est hyper forte et tout, ou alors elle exprime ses sentiments de manière hyper excessive. Et ça, j'avoue que j'ai du mal. Enfin, il y a un juste milieu dans. En plus, on a tous des manières d'exprimer nos sentiments qui sont différentes, je pense. Il y en a par exemple qui sont en colère mais qui vont rien dire, parce que parfois ça peut être intérieur aussi. Enfin, il y a une manière de tout doser pour que ça ressemble, enfin pour que ce soit cohérent avec le personnage concret, quoi. Vous êtes plus héroïne que héros dans ce que vous écrivez? Oui. Dans Chasseuse d'âmes, il y a un peu de tout. Oui. Du coup, C'est partagé. Ouais. oui, c'est partagé. Alors moi c'est l'inverse, dans Le Dernier Né, c'est quand même un roman de femme, mais je sais que les origines, c'est pas une héroïne, et là ma biologie pareil, c'est pas une héroïne, c'est un personnage masculin. Mais est-ce que c'est pas aussi la même question pour les hommes? Parce qu'il y a des clichés sur les coincés. Ouais. Tu vois le mec coincé qui sert à rien, qui est juste là pour servir. Désolée. Voilà. Non, c'est vrai, il est juste là pour être le personnage secondaire qui va aider le héros, qui est sympa, qui sait tout faire, à être le meilleur du monde. Il y a des manières de... il faut que le personnage... c'est clair, il y a aussi des clichés sur les personnages masculins. Le personnage masculin qui doit être super badass, super bad boy et tout, très fort. Qui a pas de faiblesse. Aussi, il a une faiblesse, mais il la révèle qu'à l'héroïne, à tel moment. On a tous des faiblesses et je comprends qu'on les révèle comme dans la vraie vie en fait. Ouais, c'est ça. Mais il y a un moment où c'est vrai que c'est un schéma qui est très répétitif. Surtout qu'on s'attache plus à des personnages qui ont des défauts comme nous. C'est sûr. Parce que ça permet de s'identifier, même si c'est pas les mêmes défauts. Et voilà, qui rend plus réaliste. Après, il y a beaucoup de manières, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on l'a dit, d'être fort, d'être faible. Donc, on peut avoir cette image de... je vais dire peut-être une bêtise, mais de la mère forte qui arrive à gérer plein de choses en même temps, mais qui à un moment ça va être trop et elle va dévoiler sa faiblesse dans le sens où il va falloir décharger quoi, et ça reste un personnage fort et elle n'est pas obligée de tomber dans l'hystérie ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, on peut avoir un personnage qui est hyper badass, hyper fort, mais qui va avoir beaucoup de regrets de, je sais pas moi, tuer, blesser, ne pas aimer ça. Enfin, il y a 1000 forces et 1000 faiblesses qu'on peut associer. Et c'est ça qui fait la beauté d'un personnage, que ce soit homme comme femme. Donc il faut arriver à cerner les forces et les faiblesses de ces personnages. Et la faiblesse d'un personnage n'est pas forcément un autre personnage. Ou un personnage amoureux. La faiblesse, j'imagine, d'une mère, ça peut très bien être son enfant. Et non pas son mari, ou je sais pas quoi, ou sa femme, de toute façon. Enfin bon, bref, ça peut être un peu de tout. Ouais, ça peut être son chat. Aussi, je trouve que des fois il y a des personnes, par exemple le héros, il y a un peu le cliché où il a que des qualités et le méchant il a que des défauts, mais c'est faux, on a tous des qualités et des défauts à peu près à parts égales, et en fait faut donner, si nos personnages on leur donne tous ce bagage à peu près à 50-50, là pour moi il sera plus réaliste que... Complètement. En même temps, les romans manichéens, quand j'avais posé la question de qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les romans, des romans trop manichéens, ça plaît pas. De toute façon, les personnages qui sont gris, c'est les plus intéressants parce qu'ils font à la fois le bien, à la fois le mal, mais du coup, tu remets en question le mal, et parce qu'on remet tous en question le mal, même dans la vraie vie. Donc, Mais de toute façon, je pense que la clé d'un bon personnage, c'est un personnage qui est humain. Il faut réussir à sortir du fantasme. On a tous ce super-héros, Superman, cette idée d'invincibilité, mais il faut arriver à sortir de ça, justement. Trouver la kryptonite. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ou ça, Lois Lane. Toi-même, tu sais. Alors la vidéo va être beaucoup trop longue, on va être sur une vidéo de plus d'1 heure. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez
2 vidéos de 30-35 minutes ou une vidéo d'1 heure, et c'est le format de vidéo qui avait été choisi. Du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo et on reprendra dans la suivante. Alors j'ai bien conscience qu'on n'est pas du tout au même endroit, il fait pas du tout le même temps, mais c'est pas grave.